C'est une année de préparation qui a été un peu spéciale. Spéciale parce qu'on avait décidé de venir dans les Bouches-du-Rhône et de s'installer donc dans un département que l'on côtoyait habituellement, puisqu'on a joué dans les villes comme Aubagne et Salon depuis plusieurs années. Mais là, toute la logistique était implantée dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, il a fallu pour les 12 équipes trouver des hôtels sur lesquels nous n'avions aucun repère, trouver des terrains d'entraînement sur lesquels nous n'avions aucun repère. Donc c'est vrai que notamment avec Stéphane Abreu de la société Move to Meet, on a quand même travaillé depuis le mois de septembre, c'était assez intense. Il a fallu trouver donc des nouveaux hôtels, leur expliquer ce qu'on voulait, ce qui n'était pas forcément évident parce qu'ils ne connaissent pas tous très bien les équipes sportives. Ouais. Et puis alors ensuite, là où Ludivine a aussi fait un gros boulot avec ses équipes, c'est qu'il faut les encadrer lorsqu'on est sur place aussi, parce qu'il ne faut rien lâcher là encore avec les hôtels. Donc ça nous a bien occupés, mais globalement on n'a eu que des hôtels assez bons. Oui, je pense. C'était positif de repartir sur du neuf. Et donc je pense que l'année prochaine, on est déjà sur des bons repères et donc ça sera beaucoup moins éprouvant que ce que ça a pu être cette année. Mais c'est vrai que c'était une année de grosse préparation pour justement investir ce nouveau département sur lequel nous avons été très bien accueillis et avec lequel nous avons très bien travaillé. Alors concernant la promotion du tournoi Maurice Rivello, on a mis un coup de boost cette année, déjà en renforçant notre équipe au niveau de la communication digitale. Donc il y avait des personnes attitrées pour faire les lives, des personnes attitrées pour faire les réactions, des personnes attitrées pour faire les résumés, ce qu'ils appellent les highlights en anglais. Des personnes également pour faire les coulisses du festival. Ensuite, pour promouvoir le tournoi d'une autre façon, on a également mis des flyers dans les rues, des publicités également sur les réseaux sociaux, qu'elles soient gratuites ou pas également. Des conférences de presse dans les communes, dans les villes hautes. C'est important d'avoir ce relationnel justement avec les villes participantes, pour qu'elles se sentent impliquées, mais aussi pour qu'elles partagent l'information, pour qu'elles disent aux habitants de venir au stade. C'est important pour nous d'avoir des tribunes remplies et cela a souvent été le cas durant cette édition, donc nous sommes assez satisfaits. En venant dans les Bouches-du-Rhône, il fallait à tout prix trouver de nouveaux délégués guides, puisque certains ne pouvaient plus se déplacer avec nous. Donc c'était vraiment très intense et à la sortie, on peut dire que le bilan est plus que satisfaisant. Notre mission elle est assez simple et en même temps compliquée parce qu'on doit se mettre en quatre pour nos équipes. Alors ça part du bus, ça va à l'hôtel, sur le terrain également, tout ce qui est logistique en fait. C'est la première édition donc où nous sommes aussi 12 équipes réunies. 12 équipes, pourquoi ? Pour avoir un plateau un petit peu plus large et surtout pour retrouver des demi-finales que nous n'avions plus depuis 2012. Cela nous permet aussi d'accueillir des fédérations qui n'ont jamais participé au festival. C'est le cas notamment de Bahreïn, de Cuba, qui arrivera un petit peu plus tard, et de l'Indonésie. Chaque année pendant le festival, il y a à peu près une centaine d'observateurs qui sont présents au tournoi et puis donc ils viennent faire leurs observations sur les joueurs et puis ils utilisent le logiciel donc Scout7 pour faire leur rapport. Cette année, on avait donc des observateurs des principaux clubs européens. On peut citer Manchester United, Manchester City, Chelsea, en club anglais, en club français, Monaco, Marseille,
en club allemand, Bayern Munich, Borussia Dortmund, donc tous les plus gros clubs européens étaient présents, sont des habitués du festival. Et puis ils ont plaisir à venir dans le sud de la France sur cette période de l'année pour faire de l'observation des joueurs. Depuis 2008, on remet également le trophée du joueur révélation. Donc, l'année dernière, Sergio Diaz a été élu joueur révélation donc en 2016, et puis quelques mois après, il a signé au Real de Madrid. Et cette année, en 2017, on a choisi le numéro 10 indonésien, donc, qui a été élu joueur révélation, en espérant qu'il connaisse également un beau succès dans le futur. Ya, menurut saya turnamen ini sangat penting bagi tim, bagi Indonesia. Ternyata kita nggak jauh beda sama mereka, walaupun umur kita di bawah mereka, kita bisa ngasih lawan yang kuat sama mereka, dan mereka pun tidak menyepelekan kita biar orang tahu Indonesia bagaimana. Ya alhamdulillah saya dapat ini. Awalnya saya nggak ada target apa-apa di sini kecuali sama tim. Kita bareng-bareng sama tim. Target-target lain tidak ada. Kalaupun kita dapat begini itu hanya bonus bagi pribadi, dan intinya saya lebih mementingkan ke tim. C'est un joueur qu'on ne connaissait absolument pas et qui nous a surpris par sa technique à l'image de l'équipe de l'Indonésie. Alors évidemment, bien sûr, ils ne sont pas encore au niveau de nations comme le Brésil, l'Angleterre ou la France, etc. Mais sur ce qu'on a vu, on peut penser que ça peut être un pays émergent du football dans les années à venir. Et c'est justement ça le but du tournoi, c'est permettre à des nations comme l'Indonésie et autres de travailler avec les nouvelles générations pour qu'elles puissent atteindre leur meilleur niveau lorsqu'elles sont au niveau senior. Les Ivoiriens venaient pour préparer les Jeux de la francophonie qui auront lieu chez eux au mois de juillet. À partir de ce moment-là, avec des Gallois qui sont toujours à la recherche de la performance et qui s'appuient sur un jeu très physique mais aussi très technique, on savait très bien que les Français ne pourraient pas se qualifier facilement pour les demi-finales. Et quant à l'Angleterre, elle a peut-être eu un parcours le plus facile avec Japon, le Cuba. Donc c'était peut-être l'Angola, mais c'était peut-être le parcours le plus facile. Mais ils sont montés en puissance, ils ont progressé au fur et à mesure pour arriver à cette demi-finale où vraiment ils ont dominé l'Écosse en battant 3-0. Et puis en maîtrisant leur finale face à une Côte d'Ivoire très puissante qui a peut-être été groggy après avoir encaissé un but très rapidement, mais qui en deuxième mi-temps ont repris le jeu à son compte. Et donc à partir de ce moment-là, les Anglais ont un petit peu plus souffert pour concéder un but dans les derniers instants, vraiment dans le temps additionnel. Mais là encore, on s'est aperçu qu'au niveau de la séance de tir au but, ils étaient très forts mentalement. Le sélectionneur anglais, Neil Deswep, a fait un bon travail en s'appuyant sur de très bons joueurs. Et ce n'est pas un hasard si le meilleur joueur est anglais, David Brooks. Ce n'est pas un hasard non plus si le deuxième meilleur joueur, le capitaine Joe Warhol, qui a été impressionnant tout au long du festival, tant il a su organiser le jeu de son équipe, sont les deux meilleurs joueurs du festival. Franchement, la génération anglaise est très prometteuse. Le tournoi Maurice Rivello justement permet à ce genre de joueurs de s'illustrer. Pour information, David Brooks jouait rarement en équipe première. Bon, c'est encore un jeune joueur, mais il jouait rarement en équipe première avec son club Sheffield en Angleterre. Et donc justement, ce genre de tournoi peut lui permettre de passer à un niveau supérieur aussi bien en club qu'en sélection. On a eu de très grands joueurs qui ont eu ce titre. Je pense notamment à James Rodriguez, l'actuel star du Real Madrid, qui a été élu meilleur joueur du tournoi en 2011. Peut-être que David Brooks va suivre ses pas, peut-être pas.
Mais voilà, toujours est-il que ce genre de trophée est important dans la carrière d'un joueur. Et pour en avoir parlé souvent avec des joueurs qui ont été primés par le passé, comme Jean-Pierre Papin par exemple, ça reste en mémoire, quel que soit le parcours qu'on a ensuite. Concernant le match pour la 3e place, certains disent que c'est un match qui est souvent galvaudé par les équipes. Là, on voit que ce n'est pas le cas. L'Écosse a joué à fond, la République tchèque également, mais c'est juste qu'ils ont perdu contre meilleurs qu'eux. Et l'Écosse finit sur une très bonne note et c'est une bonne chose pour eux, surtout que ça faisait une vingtaine d'années qu'ils n'étaient pas revenus ici dans le sud de la France. Donc ça sera forcément une expérience bénéfique pour leurs joueurs. Monsieur Ravello a toujours été attaché à l'épanouissement de la jeunesse et je crois que justement de pouvoir réunir des plateaux comme il a réussi à faire des joueurs venus de tout horizon, de toute culture différente, de tout football différent, c'est justement ça, c'est la grande marque de fabrique du tournoi. We're very proud as a company to be working with Alan, and we were with Maurice, and we were very, very sad to hear of his passing. But I think it's a real tribute to him that the tournament's being renamed, Le Tournoi Maurice Ravello. We hold him in very high regard. He spent many years establishing what is a fantastic tournament and renowned throughout the world. And Alan is carrying on with those traditions, and we're delighted to be involved with them, and we help them as much as we possibly can. Ce qui reste de sa patte, ce qui a toujours été la force du tournoi, c'est tous les gens qui ont gravité autour de lui, tous les bénévoles qui se sont donnés, on va dire, corps et âme pour le tournoi et pour Monsieur Ravello. Voilà, ce qui reste, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui, qui lui n'est plus là, mais tous les anciens du tournoi, du club, sont toujours là pour perpétuer ce tournoi qui lui tenait à cœur et on sera là dans 5 ans, dans 10 ans s'il le faut, toujours en sa mémoire. L'année dernière, quand il nous est arrivé cette catastrophe, au mois de février, le 5 février dernier, on a tous eu un coup de bambou qui nous a frappés. Puis il a fallu réagir, il a fallu rebondir, parce qu'il voulait qu'on rebondisse, on aurait voulu qu'on rebondisse comme ceci. Il n'était pas homme à se laisser abattre quoi qu'il arrive. Et puis quand il est arrivé la question de se poser comment on pouvait lui rendre hommage, c'est arrivé avec Philippe, avec mon frère, c'est arrivé tout simplement. Ça ne pouvait que s'appeler le tournoi Maurice Ravello. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a porté pendant plus de 4 décennies. Et aujourd'hui, notre vœu le plus cher désormais, c'est que dans la France entière, dans l'Europe entière, dans le monde entier, ça soit le nom de tournoi Maurice Ravello. Ça va être dur de passer le cap, de se dire on parle du tournoi de Toulon. Non, maintenant il ne faudra plus parler du tournoi de Toulon, il faudra parler du tournoi Maurice Ravello. Et je pense que cette édition 2017, il en aurait été fier parce que finalement on a découvert des nations et puis on a eu la consécration une nouvelle fois du travail des Anglais. On a eu une belle finale avec Angleterre-Côte d'Ivoire et on a retrouvé un état d'esprit qu'on veut perdurer depuis des années. Je pense que de là-haut, il doit nous regarder avec une certaine fierté.